Bonsoir à tous. Pour cette troisième émission, nous vous invitons tout d'abord à suivre la table ronde intitulée « Repousser les limites » en compagnie de Cédric Gras et Elisa Chua du Sapin. Ensuite, vous découvrirez la librairie chaumontaise Apostrophe et ses coups de cœur littéraires. Et ensuite, nous suivrons l'illustrateur Dimitri Zegboro lors de ses rencontres avec les élèves de l'école de Fignex et de l'école René Cassin de Chaumont. Alors, bienvenue à tous les deux, Elisa Chua du Sapin et Cédric Gras. Quelques mots pour vous présenter avant d'entrer dans cette discussion intitulée « Repousser les limites ». Elisa Chua du Sapin, vous êtes née d'un père français et d'une mère sud-coréenne. Vous avez grandi entre Paris, Séoul et Porrentruy. Vous avez publié un premier roman en 2016. C'était Hiver à Sokcho chez Zoé. A suivi Les billes du Pachinko chez Zoé toujours en 2018. Et puis cette année, vous avez publié Vladivostok Circus, dont nous allons parler aux mêmes éditions. C'est l'histoire d'un trio, Anton, Nino et Anna, qui préparent un numéro de bar russe pour le concours international d'Ulan-Ude. Ils ont sollicité Nathalie pour les costumes, donc elle arrive à Vladivostok au début de ce roman et elle va assister à leurs entraînements dans l'enceinte très vite désertée du cirque de Vladivostok. Cédric Gras, vous avez une formation de géographie, vous avez dirigé plusieurs alliances françaises dans l'espace post-soviétique, un territoire que vous continuez d'arpenter pour vos livres et pour vos films. Après Anthracite en 2016 et Saison du voyage en 2018, vous avez publié cette année Alpiniste de Staline aux éditions Stock. C'est l'histoire des frères Abalakov, originaires de Sibérie, nés au début du siècle. Ce sont deux orphelins qui ont gravi les plus hauts sommets de l'URSS, participant en cela à la gloire du marxisme, mais subissant eux aussi la terreur de ce régime, notamment dans les années 30. C'est donc une enquête en fait, que vous menez, dans laquelle vous retracez leur destin à la fois commun et séparé, parce qu'il y a un moment où ils se séparent à partir de différentes archives. Je voulais commencer avec vous, Cédric. Le thème, c'est les limites. Alors on pourrait décliner ce mot de multiples façons. Votre texte s'ouvre sur peut-être une limite personnelle qui est dépassée. Vous nous racontez qu'il y a un débat intérieur qui s'est joué, qui a présidé à l'écriture de ce livre. Vous racontez aux premières pages que vous aviez toujours eu une réticence à céder à la dramaturgie puissante de l'histoire de l'URSS, que vous cultivez une passion pour ce territoire, mais sans exotisme pour son passé. Et là, vous succombez. J'aimerais que vous nous racontiez pourquoi. Oui, bonjour. Oui, c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe chez tous les gens qui s'intéressent à la Russie. À la fois, on s'efforce de témoigner de la Russie post-soviétique du XXIe siècle, contemporaine, et en même temps, on est tous fascinés par l'histoire soviétique. Moi-même, j'ai été un grand lecteur presque compulsif de la littérature du Goulag. C'est presque un genre littéraire, la littérature carcérale russe. Et en même temps, je me refusais à faire un énième livre sur le sujet. Et parce que j'ai vécu un certain nombre d'années en Russie, j'estimais aussi que c'était un peu de mon devoir de témoigner de la Russie contemporaine. Et puis avec cette histoire, je me suis dit que finalement, c'était peut-être le moment d'y aller. Mais je suis heureux d'avoir attendu cette histoire exceptionnelle, cette histoire originale aussi. C'est au XXIe siècle, quand on écrit des livres, c'est pas évident. Enfin, je pense que dans le cinéma, c'est pareil. Dans l'art, en général, il y a beaucoup de thématiques qui ont été traitées, qui sont même un peu usées, jusqu'à la corde. Et tenir dans les mains une histoire comme celle-là, qui soit neuve, qu'on puisse dépoussiérer, redécouvrir. On le fait au service des autres, mais c'est d'abord aussi une enquête passionnante pour soi. Ça, c'est un luxe. Il y a aussi quelque chose qui se joue à un moment donné dans ce récit, c'est-à-dire vous reconstituez le destin de ces deux frères, mais vous vous rendez compte que d'autres figures surgissent, notamment des figures très, très intéressantes d'étrangers qui sont venus s'encorder avec les soviétiques pour certaines ascensions, qui ont eux aussi des destins tout à fait intéressants.
Et ça devient aussi une raison d'être de ce livre, je crois, de reconstituer leur destin à eux. Est-ce que cet élargissement, il était prévu ou vous l'avez... Vous êtes J'espère justement ne pas avoir trop élargi. J'aurais pu le faire beaucoup plus, mais dans ce cas-là, j'aurais écrit 4 tomes. Les frères Abalakov, leur destin est exceptionnel, un peu plus que ceux des autres, mais quelque part, à travers leur itinéraire, je rends hommage à tous les autres. J'aurais pas pu raconter l'histoire de chacun, mais croyez-moi, quand vous êtes assis à côté de ces milliers de dossiers dans les archives du KGB à Moscou et que vous lorgnez un petit peu et que vous savez que dans chaque affaire, dans chaque dossier judiciaire, il y a des procès comparables à ceux des frères Abalakov par leur absurdité et qu'en même temps ça a provoqué des destins absolument incroyables, en tout cas pour nos repères occidentaux. Eh bien, on est tenté d'ouvrir toutes les portes. On a envie, j'aurais pu écrire des livres entiers sur certains des camarades des frères Abalakov, des compagnons de cordée. Pourtant, j'ai résumé leur compagnonnage à quelques lignes parce que j'ai voulu me concentrer sur les frères Abalakov. Le cap, c'était les frères Abalakov. Je voulais qu'on aille au bout de ce livre en suivant leur destin et seulement le leur, et qu'à travers eux, on comprenne tout le reste. Oui, non, mais vous ne tombez pas dans l'excès, je vous rassure, mais c'est vrai qu'on s'en souvient d'eux aussi, même si on n'a pas une... Tant mieux. Voilà. Elisa, je me tourne vers vous pour évoquer aussi quelque chose de l'ordre de la géographie de votre livre. On est aux confins de la Russie, à Vladivostok. Je voulais savoir comment ce lieu aux limites du continent s'était imposé dans cette histoire. Alors, vous évoquez un petit peu l'histoire de la ville, enfin c'est très bref, mais il y a quand même l'idée que Nathalie, la costumière, est déjà passée par là, parce que son père a travaillé à Vladivostok quand la ville a été ouverte aux étrangers. Il y a ce pont qui relie le continent à l'île Rouski. Je vous pose cette question parce que la ville donne vraiment une couleur particulière à votre roman, une couleur grise, noire, froide, désertique aussi. Comment vous avez fait ce choix ? Je crois que de manière générale, les lieux sont fondamentaux dans ce que j'écris. Ce sont même comme des personnages en fait de mes textes. Et si j'ai pas une résonance intime particulière avec un lieu, j'arrive pas à y écrire quoi que ce soit. Enfin, j'arrive pas. Ou plutôt à l'inverse, il faut vraiment que le lieu soit une part intégrante du texte, en écho au personnage. Et je crois que Vladivostok, ça s'est imposé à moi après coup, pendant l'écriture, pour plusieurs raisons en fait. D'ailleurs, c'est un peu. Enfin, je m'en aperçois maintenant avec le petit recul que je commence à avoir, mais dans tous mes romans, ce sont des villes portuaires. Sokcho au départ, d'une certaine manière Tokyo dans le deuxième, et là Vladivostok. Et c'est pas du tout conscient en fait au moment de l'écriture, mais je pense que c'est parce que déjà j'ai toujours une fascination pour l'histoire pour des villes qui sont à la fois des villes de départ et d'arrivée, des villes qui sont aussi des carrefours du coup de plusieurs cultures, et ça c'est quelque chose que je porte en moi. Je crois que mon premier roman, je l'avais écrit vraiment parce que j'avais envie de faire un parallèle entre les plages de Normandie et celles de Corée du Sud, qui ont beaucoup de similitudes au niveau historique notamment. Et peut-être que ce qui m'a particulièrement frappée à Vladivostok, c'est que en fait, j'avais fait ce grand voyage entre la Suisse et la Corée en train et en bateau pour aller dans mon pays maternel sans prendre l'avion. Et en arrivant à Vladivostok, à la gare où en fait il y avait l'heure de Moscou, qui est quasiment celle de la Suisse que j'avais quittée, en fait, à la fois j'étais dans quelque chose où pour la première fois j'avais eu l'impression d'avoir traversé un espace tellement grand où on ne parlait qu'une seule langue, alors qu'en Europe on en parle beaucoup, moi j'en parle aussi beaucoup, et j'avais vraiment ce rapport aussi du coup à la langue, à l'écriture qui m'avait marqué aussi au niveau culturel. Enfin, je trouvais ça assez incroyable qu'il y ait cet espace-temps qui soit symbolisé comme ça par un pays, et en même temps tous les touristes que je voyais là-bas, c'était des Coréens et des Japonais, des personnes de deux pays qui sont presque comme chez moi aussi, puisque j'y ai vraiment passé beaucoup de temps, j'y ai ma famille, et cette sensation de décalage intime et profond, enfin, je l'ai vraiment, ça m'a traversé de sorte à ce que ce soit une évidence. Je crois que, je pourrais pas écrire si je me sentais être complètement à l'aise et dans un pays où il y a pas
un décalage constant avec plusieurs éléments. Enfin, ouais. Alors pour rebondir tout de suite sur ce mot de décalage, on pourrait aussi évoquer la venue de Nathalie pour ce projet à Vladivostok, qui est de l'ordre des circonstances, dit-elle. Elle aurait pu très bien aller travailler, je ne sais pas, en Europe, au Brésil. Donc là, il y a de sa part à elle, elle ne projette pas dans cette ville quelque chose de particulier, ce qui joue aussi dans l'expérience qu'elle fait de ces mois passés à Vladivostok. Mais je crois que à ce niveau-là, le personnage de Nathalie, je l'ai créé en essayant de le rapprocher le plus possible du regard que personnellement je pouvais poser sur cet endroit ou sur la Russie même en général, qui est en fait un regard extrêmement distant, enfin, à part cette traversée sur quelques mois, les lectures que j'ai pu en faire, enfin, j'ai pas de lien spécifique avec cet endroit et du coup je me serais jamais senti la légitimité d'avoir un point de vue, par exemple, d'un des autres personnages, parce que j'ai mis en scène des Russes, des Ukrainiens, des gens voilà, un peu d'autres pays, mais quand même vraiment en rapport avec cette histoire, un peu en lien avec aussi l'ex-URSS, par exemple. Mais à la fois, c'est comme si oui, j'avais presque un besoin extrêmement fort d'écrire sur ce pays, mais avec un inconfort, parce que vraiment, je me disais toujours, mais quel regard je peux poser dessus et le fait de prendre une costumière toute jeune, voilà, qui sort de ses études, qui n'a jamais travaillé pour le cirque, qui a l'impression d'emblée d'être en décalage, qui ne sait pas trouver sa place dans un groupe, ça me permettait de me sentir la plus confortable possible dans l'inconfort qu'est déjà l'écriture à la base pour moi. On va en reparler. Cédric, pour parler avec vous aussi de ce territoire, puisqu'il y a forcément un travail sur le paysage dans votre livre, c'est un territoire qui porte en lui-même l'idée de confins. À cela se rajoute l'aspect vertical de ces sommets à 7000 et plus d'altitude. Et en même temps, il y a un tout petit décalage aussi, peut-être pour les lecteurs occidentaux, où on attendrait peut-être des sommets dont le nom résonne un peu plus, l'Everest, l'Himalaya, etc. Les frères Abalakov, ils nous emmènent dans d'autres chaînes de montagnes. On est plus en Asie centrale et dans le Caucase, et c'est pas la même mythologie non plus. Comment vous avez travaillé ça ? C'est très compliqué d'écrire sur l'Est en Occident. Le grand public, pour être parfois très cultivé, en général, des lacunes énormes sur tout ce qui est slave. Et slave, ça commence dès les Balkans, dès la Pologne, des territoires qui font partie de l'Union européenne, qu'on devrait mieux connaître. Et quand vous parliez de l'Ukraine, du Kyrgyzstan, de la Russie, les repères sont d'abord peuplés de stéréotypes et ensuite ils sont presque inexistants. Et donc la difficulté lorsqu'on commence à écrire sur ces régions, c'est de ne pas alourdir le texte, parce qu'on est obligé d'apporter des explications, une matière, une pédagogie, exercice qui ne serait pas nécessaire si vous écriviez sur les États-Unis, sur l'histoire de France évidemment, etc., etc. Donc vous parliez des montagnes, mais en fait ça peut s'appliquer à plein d'autres sujets, Vladivostok par exemple. Alors effectivement, d'abord le grand public, même sur les montagnes, il n'est pas forcément si calé que ça, même concernant l'Himalaya, c'est vraiment pas si simple que ça. Moi j'ai pris le parti aussi de faire confiance au lecteur. Il y a une petite carte que j'ai dessinée au début. Je suis pas un grand dessinateur, mais enfin l'idée c'est qu'on sache à peu près où ça se trouve. Et puis, ça rejoint la question que vous posiez précédemment sur tous les gens qui ont pu accompagner les frères Abalakov. J'ai fait le choix de suivre vraiment les frères Abalakov. Là aussi, et même si certains lecteurs trouveront qu'il y a encore beaucoup de toponymes un petit peu exotiques, j'ai sabré vraiment. J'ai fait des choix et j'ai fait en sorte que ces toponymes reviennent aussi dans le texte assez souvent, qu'on se les approprie. L'idée, évidemment, c'est de faire découvrir, au-delà de leur destin, ces régions qu'on oublie et qui sont assez absentes de notre géographie mentale. Il y a autre chose que j'ignorais et qui, vous nous racontez ça, est un peu une spécialité soviétique à l'époque, c'est que non seulement, bien sûr, ils font l'ascension de certains sommets, mais parfois ils font des traversées. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette particularité, parce que c'est aussi des exploits, de véritables exploits. Oui, c'est de véritables exploits. Alors les soviétiques, là on va parler d'alpinisme, se sont fait une spécialité de ce qu'on appelle des hautes routes, c'est-à-dire enchaîner des sommets jour après jour et ne pas redescendre
redescendre en bas, en fait. Alors, au Caucase, ils ont notamment un endroit, une arête hyper longue de 12 km qui s'appelle Bezengi, et ils ont dû s'exercer tous là-bas. Les frères Balakov ont été les premiers à faire cette traversée qui se passe entièrement sur 12 km au-dessus de 5000 mètres d'altitude. Mais bon, c'est un exercice qui est pratiqué par les alpinistes du monde entier. Mais les soviétiques étaient assez friands de ça et étaient devenus les spécialistes de ces espèces de voyages dans le ciel incroyables. Ils ont refait ça après en Himalaya, d'ailleurs, à la fin des années 80, au Kachenjunga, la 3e montagne la plus haute du monde. Ils ont enchaîné, parce qu'il y a plusieurs sommets de plus de 8000 mètres au Kachenjunga, ils les ont tous enchaînés sans redescendre en bas. Et c'est vrai que il faut avoir un niveau assez exceptionnel pour faire ça et des aptitudes physiologiques, mais cette idée de voyager dans le ciel est extrêmement poétique. Je propose qu'on fasse un petit intermède de lecture avec vous, Elisa, ce qui nous permettra de poursuivre la réflexion. Je fais essayer leurs costumes. Pour les hommes, j'ai gardé une base sombre, un ensemble de velours et la tête nue, sobre. Des chaussons de cuir noir. Une bande de lumière des poignets jusqu'au cou donnera l'illusion de prolonger la barre dans le sillage d'Anna. Anna, lune, sa lumière. Juste au corps en lycra. Léon m'a trouvé des rouleaux souples d'éclairage LED. Ils sont arrivés de Moscou. Je les couds du col aux chevilles. Je dois veiller à ne pas le déchirer. Je renforce chaque trou d'aiguille. Ça prend un temps fou. Un costume incrusté de lumière. Je travaille jusque tard dans la nuit. Le trio s'est montré enthousiaste vis-à-vis de cette nouvelle mise en scène. Le jour, j'obscurcis les fenêtres de la caravane pour tester les effets. Les costumes sont disposés partout, sur des cintres à la fenêtre et à la porte, sur le dossier de ma chaise, sur mon lit. Je ne les nettoie pas systématiquement après qu'ils les ont portés. Leurs odeurs imprègnent l'espace. Celle d'Anton rappelle une cave de vieux bois. Nino sent les baies, acidulées à cause de la fumée. Anna, la crème hydratante, fond de transpiration. Je travaille en me répétant des mots. Attraction, gravité. Traverser l'atmosphère et s'enflammer vers la Terre. Pulser. Anna, comète, astéroïde, poussière d'étoiles. Trou noir. Un numéro dans le noir. 4 triples sauts périlleux. Avec Léon, ils ont monté une chorégraphie simple. Les 2 premiers sauts seront effectués le corps enroulé sur lui-même, groupé. Le deuxième ouvert. Le dernier s'achèvera par une vrille. Je me suis constitué une petite réserve de bonbons Sugar-C. Je les laisse fondre en gardant l'emballage collé sur mes lèvres et je joue à estimer le moment où tout le sucre aura fondu, où mon bâillon se détachera. Léon a choisi une musique, de la basse. Ça m'entête. Mon ventre se serre quand je l'entends. Anton s'inquiète de la technique, de notre idée de pénombre et d'ampoule incrustée. Il dit qu'il faut voir clair, bien distinguer le plafond pour appréhender l'espace, surtout sous un chapiteau inconnu. Léon et moi le rassurons, nous ferons en sorte que rien ne soit plus dangereux que les sauts eux-mêmes. Léon m'apporte du thé, il se soucie désormais de bien communiquer. Je nous revois dans sa chambre. Il est le seul dont je n'ai pas pris les mesures ni touché la peau. Je me suis trouvée si près de lui et je ne sais pas son odeur. Nous regardons des vidéos des autres concurrents. Ils se connaissent, se comparent, sont joyeux parfois, comme quand ils trouvent que le trapéziste a baissé de niveau. Je sais mieux filmer l'entraînement. Désormais, ils répètent aussi le soir. Ils retournent sous le chapiteau, sans la barre, font la chorégraphie pieds nus, des exercices de cohésion de groupe, se passe une balle imaginaire. Le mouvement de leurs mains va très vite. Ils marchent sur la piste, les yeux fermés, se frôlent, s'ils se touchent, ils s'écartent et partent à l'opposé, comme des atomes éclatés. Entre-temps, le ballon a rebondi, il est tombé dans les gradins. Personne ne le ramasse, puisqu'il n'existe pas. Plus tard, il recommence en musique. Il force un sourire, l'expression d'une joie que dirige Léon. J'aime la voir chez Nino et Anna. Sur Anton, ça me rend triste. On dirait un vieil enfant. Et je ne supporte pas cette musique. Elle m'empêche de comprendre. Elle ne ressemble à rien de l'histoire que je m'imagine pour eux. Parfois, Léon cesse de guider, va s'asseoir sur le bord du plateau, le menton dans une main, et fixe un point dans les gradins. Alors j'éteins la caméra. Je regarde cet homme, suspendu à une pensée dont je ne sais rien. Interrompre mon propre travail me donne l'impression d'appartenir à sa réflexion. Merci beaucoup.
Alors peut-être avant d'en venir au groupe, il y a tout ce qui se passe entre ce trio et Nathalie, qui non seulement prépare les costumes, assiste aux entraînements, mais les films. J'aimerais qu'on en vienne quand même au cirque, puisque il y a l'idée d'un exploit sportif qui est possible dans ce domaine-là, mais on se situe dans un cadre artistique, ce qui implique, vous l'expliquez très bien, la question de la beauté, la question de la narration du numéro, la question de la mise en scène. Donc il y a quelque chose qui se décale un petit peu, qui s'inscrit aussi dans une histoire longue, parce que vous faites allusion à des années antérieures grâce au cirque, d'ailleurs, de Vladivostok. Donc les deux mondes ne sont pas étanches, puisque Anna vient du sport, vient du trampoline, mais il y a quand même des vraies différences. Comment vous en êtes venu à ne pas choisir le sport, à choisir le cirque et à choisir la barre russe? Il faut qu'on en parle un petit peu quand même. C'était vraiment un concours de circonstances hasardeuses. À Moscou, j'ai rencontré un trio à la barre russe, enfin plus précisément 2 porteurs d'un trio qui en plus est le champion du monde depuis quelques années. Et il se trouve que l'un des 2 porteurs, c'est le fils d'une famille de cirque qui est basée à Porrentruy, là où j'ai grandi depuis que j'ai 8 ans en fait. Donc et moi je prenais des cours de l'école de cirque quand j'étais toute petite, parce qu'ils ont aussi des cours et tout ça. Enfin, c'était vraiment un truc complètement fou, voilà, de débarquer à Moscou, de tomber sur eux. Et du coup, j'ai découvert à ce moment-là l'existence de la barre russe. Et le trio était à ce moment-là en train de travailler à l'élaboration d'un nouveau numéro pour le festival de Monte-Carlo, qui est un peu les Jeux Olympiques du cirque, en fait. Et en les observant, j'ai été littéralement fascinée par, d'une part, l'histoire des 2 porteurs, qui est un peu un copier-coller ou plutôt moi j'ai copié-collé un peu leur histoire. C'est vraiment celle de mes personnages. J'ai à ce niveau-là pas inventé grand-chose, parce que je trouvais assez incroyable vraiment cette histoire de mentorat entre ce porteur qui a plus de 60 ans, qui a formé ce jeune à plus de 30 ans d'écart d'âge, et qui ont pas un lien de famille, ni un lien amoureux, ni vraiment un lien de travail. Enfin déjà, je trouvais intriguant et très beau ce rapport-là. Et surtout pourquoi, en fait, pour finalement veiller sur la vie du 3e membre du trio, qui est l'acrobate, en fait, qui essaye d'aller toujours plus haut, lui aussi, d'une certaine façon. Mais pour un geste qui, en apparence, est gratuit. Enfin, sauter sur une barre. Et je crois que c'est vraiment ce paradoxe et le fait de passer toute une vie à essayer de trouver le mouvement parfait, avec ce besoin de confiance absolue entre les membres du trio, pour vraiment justement être en sécurité, en fait. C'est quelque chose qui m'a marqué, que j'ai trouvé à la fois très poétique, très dur aussi. Passer toute une vie à devoir à ce point maîtriser son corps, et le corps dans tout ce que je fais, en fait, dans mes livres, est toujours très présent. Je crois que tout passe beaucoup plus par le corps que par les mots, en fait. Donc voilà, il s'est trouvé que c'était des artistes de cirque, mais si ça avait été des acrobates d'athlétisme ou je sais pas quoi, ça aurait pu être ailleurs. J'ai jamais spécifiquement voulu parler du cirque, en fait. Et d'ailleurs, je me suis même un peu défendue de ça dans la promotion. Enfin, j'avais peur qu'on me dise « Ah voilà, c'est un livre sur le cirque », parce que pour moi, c'est pas du tout ça, en fait. Mais vraiment sur le travail du corps et des liens humains. On va y revenir, mais sur l'idée de gratuité, je rebondis avec vous, Cédric, parce que dans cette histoire des frères Abalakov, il y a le fait que ces ascensions doivent être utiles. Vous en parlez en utilisant cet adjectif-là, parce que, alors pour la gloire du régime, bien sûr, pour monter des stations radio, pour les recherches météorologiques, pour les matières premières aussi. Donc et puis il y a cette idée aussi, quand je dis pour la gloire du régime, à la fin, j'avoue, on finit par en sourire, parce qu'ils doivent tous trimballer un buste de Lénine là-haut, quand même. Il y a le baptême des sommets, le pic Lénine, le pic Staline, le pic du GPU. Vraiment, il y a une écriture était déjà là, une écriture du paysage.
Et il y a quand même un peu une évolution sur la question de l'utilité. Il y a un moment quand même où l'URSS bascule dans l'idée de compétition, elle est un peu mieux acceptée. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui, c'est très clair en fait. Dans les années 30, l'alpinisme, comme tout le reste en URSS, doit s'inscrire dans ce qu'ils appelaient, l'expression consacrée appelle ça la construction du communisme. Et après la guerre, d'abord tous les sommets ont été conquis, nommés, l'exploration est aboutie, et puis d'un point de vue de l'utilité, donc les alpinistes dans les années 60, ils ne servent plus à rien parce qu'on a déjà des avions qui peuvent faire de la photographie aérienne, c'est le début de la conquête de l'espace, et donc ils finissent comme simples sportifs, alors qu'au début on leur avait effectivement assigné une tâche presque ouvrière, mais c'était aussi dans un contexte idéologique bien plus fort, et encore pas désabusé, parce qu'après la guerre, en URSS, le socialisme, ça commence à doucement faire sourire, et il y a beaucoup de plaisanteries qui se racontent dans les cuisines. Donc il y a un petit peu de deux époques, mais les frères Balakov, ils sont marqués par la première. C'est là qu'ils font des grandes premières, au nom du pouvoir, pour le pouvoir, et effectivement, on leur impose, quand c'est pas une station météorologique, de porter, c'était pas toujours des bustes, ça pouvait être des objets un peu plus légers, mais avec toujours à l'effigie souvent c'était Lénine, Marx, Staline, mais bref, de quelqu'un d'important dans le panthéon bolchevique. Donc c'était un alpinisme effectivement qui n'a pas eu d'équivalent chez nous. Et d'ailleurs, chez nous, c'était tout l'opposé, puisqu'on a un grand alpiniste, c'est pour ça que j'appelle ça moi l'alpinisme utile chez eux, on a un grand alpiniste en France qui s'appelait Lionel Terray et qui a écrit un livre au titre magnifique qui s'appelait Les conquérants de l'inutile. Et c'est là qu'on voit le fossé entre les deux conceptions de ce qui est pour nous une forme de sport et pour eux, au début, ne l'était pas. Il y a un point qui est intéressant et sur lequel vous êtes prudent, c'est sur le soviétisme de ces frères Balakov. C'est-à-dire que vous nous racontez bien sûr déjà que Vitali a été arrêté, lui a vraiment subi la terreur du régime, que Yevgeny, sa mort a été parfois interprétée comme une possible persécution. En tout cas, la répression touchera les alpinistes. Et tout au long de ce récit, voilà, vous ne savez pas, vous posez et reposez la question de leur sincérité, de leur position à eux par rapport à ce... Non, je ne sais pas, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de ces personnages, de ces héros. À la fois, c'est la révolution qui a fait d'eux des alpinistes et des héros. Ils n'auraient jamais pu partir, ils n'auraient jamais connu la montagne d'ailleurs sans la Révolution sans doute. Et à la fois, elle a fait d'eux des martyrs puisqu'ils sont les premiers hommes au-delà de 7000 mètres sur les plus hauts sommets d'Asie centrale. Et le lendemain, ils sont dans les geôles staliniennes, au moins pour un des frères Balakov et beaucoup de leurs compagnons qui seront ensuite soit déportés au goulag, soit fusillés. Donc il y a un contraste là qui est absolument incroyable. Et eux-mêmes sont ambivalents tout au long de leur vie. J'ai eu les carnets entre mes mains, les carnets de Yevgeny, mais ils avaient été publiés sous l'URSS, c'est-à-dire qu'ils ont été épurés, ils ont été censurés. Il y a quelques remarques entre les lignes comme ça qu'on arrive à interpréter. Pour Vitali, j'ai rien, il n'a rien laissé, en tout cas rien qui ne nous soit parvenu. Donc j'ai essayé de décoder un petit peu tout ce qu'ils avaient pu écrire dans la presse officielle, dans les témoignages de ceux qui les ont côtoyés. Mais cette ambivalence, elle n'est pas propre aux frères Balakov, elle est propre à tous ceux, la majorité des citoyens soviétiques, et même aujourd'hui aux citoyens russes. Il y a encore une nostalgie de l'URSS. En même temps, personne ne voudrait y retourner et en même temps, c'est quand même un héritage dont ils sont assez fiers. C'est très compliqué l'héritage de l'URSS et on se rend compte que sous l'URSS même, pour des hommes comme cela, ça a pu être une entrave à leur liberté et un motif de fierté, parce que je crois très sincèrement, quand Vitali Balakov, dans les années 80, décède, juste avant, je l'écris dans le livre parce que je le pense vraiment, il décède juste avant la chute du mur, et je suis heureux qu'il meure à ce moment-là. Je ne crois pas qu'il aurait aimé voir la chute du mur parce que c'était leur monde qui s'écroulait.
Je voudrais maintenant revenir avec vous deux sur un motif commun qui est celui du danger, puisque il est question de repousser les limites, et vos personnages se coltinent cette question-là du danger. Elisa, on a un des deux porteurs, Nino, qui avoue sans peine qu'il a tout le temps peur pendant qu'il pratique ce numéro. Il y a le danger aux répétitions, aux entraînements. Il y a la question de la sécurité, avec un moment très marquant quand il se retrouve à Oulan-Oud pour ce concours. Et il y a un problème technique qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir la bande-son prévue. Et Nathalie leur dit, mais c'est pas grave, vous le faites quand même. Et je crois que c'est Anton qui dit, ou Léon, je ne sais plus, un des deux, qui dit ah non, là on annule parce qu'on ne change rien à un numéro juste avant, par sécurité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce motif qui est quand même forcément présent dans l'idée du saut aussi, et de cette poutre, de cette barre qui est toute fine aussi, sur laquelle retombe Anna? Mais c'est vrai que cette question de la peur, je trouve qu'elle est, enfin, en tout cas, elle m'intéresse à plusieurs niveaux. Concrètement, pour le trio, c'est parce qu'ils doivent gérer cette peur constamment depuis le début de l'apprentissage, enfin jusqu'au. C'est pas parce qu'ils arrivent au sommet ou qu'ils n'ont pas peur. Enfin, ils disent même qu'au contraire, plus ils arrivent à repousser leurs limites, plus la peur augmente, parce qu'à chaque fois, ils sont dans l'inconnu. Et c'est en même temps cette peur qui les sauve, puisque c'est ce qui permet d'avoir le signal qui vont peut-être trop loin ou des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est aussi quelque chose dont j'ai une forme de connaissance intrinsèque par le sport, ou que je pratique beaucoup depuis que je suis toute petite. Enfin, des choses où on sent peur, au fond, paradoxalement, on fait rien parce qu'on va tout de suite trop loin, ou alors on fait juste rien du tout. Enfin voilà, j'ai l'impression que peut-être aussi, contre toute attente, c'est assez lié à l'écriture, et c'est pour ça que je pense que j'ai aussi choisi ce thème-là. C'est que constamment, je me demande aussi pourquoi j'écris finalement des histoires, pourquoi je passe autant de temps à m'isoler, à travailler sur des mondes imaginaires, et avec cette question qu'au fond, je ne sais pas du tout pourquoi je fais ça, et ni où je vais vraiment. Et je crois que bien sûr, l'écriture, c'est moins dangereux physiquement que la barre russe, mais je percevais beaucoup d'écho dans cette espèce de quête un peu irrationnelle d'aller chercher quelque chose qui semble en apparence pas forcément, en tout cas pas utile, ça c'est clair, mais qui est peut-être tout aussi nécessaire. Enfin, ouais. Mais pourquoi, c'est la question que j'essaie d'explorer en fait. Cédric, sur la question du danger, on se dit qu'un sport comme l'alpinisme, peut-être par cette part de danger qui est peut-être plus grande que pour beaucoup d'autres sports, appelle peut-être le récit, voire le roman, parce qu'il y a quand même aussi une littérature autour de ces ascensions-là, une littérature de témoignages aussi. Est-ce que vous avez senti ça dans l'écriture? Non, pas la montagne. Alors moi, j'aime beaucoup l'alpinisme, je le pratique à mon modeste niveau. Et les récits d'alpinisme, souvent, ça m'ennuie. Et en fait, pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait un drame. Enfin, tout le monde s'en plaint, on dit les médias s'intéressent qu'aux catastrophes. Oui, mais vous-même, vous serez très ennuyé si vous aviez à lire le récit d'une ascension où tout se passe bien. Et c'est peut-être valable d'ailleurs pour plein d'autres sujets. Donc, et moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire à partir du moment où j'ai découvert qu'ils avaient été victimes des purges staliniennes, parce que là, il y avait quelque chose d'extrêmement romanesque qui apparaissait, puis toute la politisation de ces expéditions. Cette sensation de liberté qu'ils ont pu éprouver en montagne, alors qu'en fait, ils choisissaient pas leurs objectifs. C'est des expéditions d'État. On leur dit, vous allez monter là, puis vous allez monter un buste de Staline, voilà. Et alors, il y avait un contraste important pour moi là-dedans, et c'était presque une oxymore, quoi. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait beaucoup plus que de l'alpinisme. Sinon, je me serais pas lancé dans l'écriture de ce livre. Si tout avait été trop technique, trop sportif, ça m'aurait pas intéressé. Ça me fait penser à une phrase de votre livre, Elisa, quand un de vos personnages explique que le public qui vient assister au spectacle de cirque
vient vérifier que tout se passe bien, vient assister à un drame possible. Il y a une forme d'ambiguïté dans le fait de venir assister à des numéros aussi dangereux qui sont entrepris. Donc il y a un rapport là aussi au danger qui est du côté du public, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez, quand on est attiré par les drames dans ce genre de cadre-là. Mais oui, c'est vrai que Nathalie, un peu naïvement, dit comme ça, non, mais je suis contente de participer un peu au rêve que vient chercher le public et tout. Voilà. Puis, quelque chose de très convenu. Et c'est vrai que Nino lui répond, non, mais en fait, ce que le public espère, c'est la faille. Enfin, c'est de voir jusqu'où on tient. Et évidemment, très concrètement, personne n'espère voir quelqu'un tomber et mourir devant ses yeux. Mais je crois qu'au fond, c'est peut-être parce que ces personnes réalisent des exploits que soi-même, on serait probablement incapable de faire. Ou alors, voilà, vraiment, dans des circonstances assez folles. Et à la fois, il y a toujours cette question de la mort qui est présente, et c'est comme si c'était un peu une espèce de catharsis indirecte, et qui est en plus de ça sublimée par le côté artistique. Pour revenir peut-être au texte avec chacun de vous, il y a une autre limite dans votre enquête, Cédric, c'est la limite de l'archive, puisque on peut voir que l'écrivain que vous êtes, immédiatement, doit se coltiner les histoires déjà écrites par un auteur redoutable qui est le régime, puisqu'il y a la littérature officielle, la propagande officielle, vous venez d'évoquer d'ailleurs la censure, etc. Et vous nous racontez votre enquête, vous nous racontez que vous allez aux archives, vous finissez vos recherches par les archives, vous trouvez, c'est presque des miracles, comme il en arrive dans les enquêtes, dans une obscure revue à l'agonie, un témoignage de troisième main, mais qui est bouleversant sur les frères Abalakov. Vous mesurez tout le temps l'écart entre les différents témoignages, les différents documents que vous avez, et à un moment, vous êtes un peu quand même découragé vous vous posez la question finalement, est-ce possible de trouver la vérité de cette histoire ? Ça fait trembler un petit peu la vérité démarche. Pendant les purges staliniennes, vous voulez dire ? Oui. Oui, j'ai reconstitué tous les faits, mais la logique de la terreur stalinienne, au bout d'un moment, on comprend qu'elle n'existe pas. Le seul but de la terreur porte très bien son nom, c'était de terroriser la population jusqu'à annihiler toute velléité d'opposition, de protestation, etc. Et donc, il fallait toucher toutes les classes sociales, les couches sociales, toutes les corporations, et donc les alpinistes ont fait partie du lot. Mais les faits, je les ai, ils sont absurdes, mais je les ai reconstitués. Et à un moment, j'ai renoncé en revanche à comprendre. C'est peut-être ça alors. Peut-être qu'on pourrait vous entendre lire un passage de votre passer après Elisa qui enquête. A si bien lu, ça va pas être facile. Le 3 septembre, après un déjeuner d'adieu, tout se passe comme le consigne joyeusement Yevgeny dans ses carnets. On met Krylenko sur un cheval et la caravane du commissaire du peuple à la justice s'ébranle. Enfin libre. Il n'y a plus ni équipe, ni sifflet, ni pause, note encore Yevgeny. Le 4, à 8h15, après un thé et des conserves, les cordées laissées par Krylenko prennent le large, menées par des frères Abalakov déchaînés. Elles atteignent 5600 mètres, juste avant une nuit de tempête. Le lendemain est radieux, mais les militaires tardent à cause d'une soupe qui mijote trop longtemps. Les frères Abalakov, eux, sont déjà très hauts. Le 6, ils cherchent en vain, vers 6600 mètres, un de leurs camps, enseveli par les chutes de neige, et finissent par planter leur tente ailleurs. Yevgeny se sent au mieux, son frère sommeille paisiblement. Le 7, la poignée d'hommes au complet part enfin pour le sommet. Comme toujours, les Abalakov sont devant. Ils foncent, délestés du poids des politiques, de la soldatesque novice et du buste de Lénine. Ce pique Lénine qui sera à eux dans quelques heures. Quand soudain, un cri traverse l'air sec. Il vient d'un jeune élève officier du nom de Ganetsky. Vitali descend voir ce qu'il en est, puis remonte expliquer que le garçon est raidi d'engelure. Il ne peut plus se mouvoir, ni vers le haut, ni vers le bas. Il faut l'évacuer. D'autant que c'est un protégé de Nikolaï Krylenko et le fils d'un célèbre révolutionnaire juif polonais en charge de la musique, des spectacles et du cirque en URSS, proche de feu Vladimir Ilitch. Lourd silence. L'un des frères Abalakov n'ira pas au sommet. Un militaire signifie alors à Yevgeny qu'il a déjà eu la peau du pic Staline. Il devrait s'effacer
et laisser le pic Lénine à son frère. On n'entend que le vent et les vêtements qui claquent. La température mord les visages. Yevgeny regarde peut-être vers le haut, ces 7000 mètres qui lui tendent les bras. Puis il déclare qu'il est volontaire. Pour la seconde fois, le voilà contraint par d'autres à capituler. Le dur métier de guide. En bas, le blessé appelle désespérément à l'aide. Il faut y aller. Et au moment de se dire adieu, un des officiers conseille à Yevgeny de retirer au souffrant son pistolet. Sait-on jamais à quelles extrémités mène la douleur ? Le sacrifice de Yevgeny est une scène importante de la parabole à Balakov. Il est tout naturel pour un alpiniste soviétique de renoncer au but afin de sauver un camarade, explique un auteur. Des étrangers n'en auraient bien évidemment pas fait autant. Je me dis, moi, que Yevgeny écume à ce moment-là sous l'azur radieux. Pendant qu'il aide Ganetsky à désescalader, Vitali et les 2 gradés atteignent l'arête où ils retrouvent sans difficulté le buste de Lénine. Ils l'enfournent dans un sac à dos. L'arête est large comme la chaussée de Leningrad, écrit quelqu'un, et elle les conduit droit à la cime après une dernière partie de rocher. En fin d'après-midi, ils sont enfin juchés sur les 7134 mètres de la 2e plus haute montagne de l'URSS, du moins le pense-t-on à l'époque. Merci. Je voudrais qu'on parle aussi de ces 2 frères dont vous racontez le destin, je le disais, commun au début et puis ensuite qui se séparent. Il faut dire que Vitali a survécu à Yevgeny pendant une 30aine d'années et il a non seulement survécu à son frère, mais il a pris le relais vaillamment, brillamment, même s'il ne se ressemblait pas du tout. Peut-être que vous pouvez aussi reparler des qualités physiques très différentes des 2 frères. Est-ce que vous pouvez revenir sur Oui, sur c'était une des choses qui m'avait beaucoup intéressé aussi dans cette histoire. Encore une fois, je ne voulais pas faire un récit purement de montagne. Là, ça a été l'occasion de retraverser, grâce à eux et via leur destin, toute l'histoire de l'URSS, mais c'était aussi plonger dans les côtés clairs et obscurs d'une fratrie, comme la leur. Et ils étaient effectivement très différents. Alors à la fois, il m'a manqué, moi, beaucoup de matière intime pour en parler, et à la fois, finalement, il y a suffisamment pour qu'on s'imagine ces 2 frères. L'un, le plus âgé, Vitali, très sévère, très rigoureux, avec une force mentale incroyable, mais du coup extrêmement austère. Et puis le plus jeune, enfin ils avaient qu'1 an d'écart ou 2 ans d'écart, Yevgeny, qui lui était un artiste extrêmement charismatique, extrêmement souriant, enfin c'est ce que disent tous les témoignages à son sujet, et qui était aussi, son frère était très fort, mais lui, Yevgeny était visiblement doué d'une force physique absolument exceptionnelle, d'une endurance absolument exceptionnelle, et ils ont commencé à grimper ensemble, ils sont arrivés à la montagne ensemble, là je viens de lire un extrait où ils sont sur le pic Lénine en 1934 ensemble. Ils vont encore grimper en 1936 ensemble, et puis après ils vont se séparer, parce que d'abord il y en a un qui va perdre 20 phalanges dans une tempête, qui va ensuite être arrêté pendant la terreur stalinienne, passer 2 ans dans les geôles de Staline, pendant que l'autre continuera sa carrière, il sera à la première page des journaux, en tant qu'artiste il aura aussi un certain succès, et quelque part c'est plus possible, je pense que quels que soient les liens qu'on ait d'amitié, même si on est frères, à un moment, une telle injustice du destin vous sépare irrémédiablement, et c'est ce qui s'est passé. Et votre sentiment vis-à-vis de chacun a évolué aussi. Vous avez préféré l'un, puis vous avez rencontré l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'en tant qu'écrivain, j'ai forcément préféré Yevgeny. Enfin, je m'en suis senti plus proche parce que lui, il a laissé des carnets. Encore une fois, ils ont été un peu censurés, ces carnets. Mais malgré tout, c'était au jour le jour des impressions. Il a laissé des tableaux. Il était peintre. Donc on avait quelque chose, quoi. J'avais une matière, j'avais un petit peu son regard, ses sentiments, même si ça a été épuré. L'autre n'a rien laissé. Il a laissé que des manuels d'alpinisme extrêmement techniques, Vitali. Donc forcément, c'est compliqué. Mais quand je suis arrivé à lui, parce que c'est-à-dire que quand son frère meurt, c'est lui qui reprend le flambeau. Et à ce moment-là, tout le monde pense qu'il est fini. C'est juste un prisonnier qui sort avec 20 phalanges en moins. En plus, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est détruit, enfin, tout le monde l'a oublié, et il va reprendre le flambeau, il va redevenir le leader de l'alpinisme soviétique. Il va s'imposer comme un grimpeur très technique, il va reprendre le flambeau, et il m'a beaucoup impressionné à ce moment-là, et en même temps, la matière romanesque a disparu, parce que c'était un alpiniste parfait. Il ne laissait rien au hasard, toutes ses ascensions se déroulaient parfaitement, j'avais plus rien à raconter. Et donc c'était étrange avec lui, évidemment. Mais malgré tout, en fait c'est ça. C'est d'ailleurs
tous les témoignages vont dans ce sens-là aussi. Il a impressionné tout le monde et en même temps, il n'était pas très sympathique. Alors peut-être pour terminer avec vous, Elisa, pour une dernière question. Il y a quelque chose qui se construit aussi dans votre livre, c'est que vous glissez des lettres que Nathalie adresse à son père, qui est un personnage présent mais un petit peu fantomatique, qui revient par ses lettres ou par des discussions qu'elle peut avoir et où elle évoque. Et ça laisse presque entendre qu'il y a presque un autre sujet, ou que peut-être le vrai sujet du livre, c'est ce dont vous avez parlé lors de cette discussion, l'idée des interactions entre les gens, des liens entre les gens qui se nouent, qui se dénouent, qui se raccommodent aussi, qui a aussi ces temps de suspension peut-être. Est-ce que vous pouvez revenir sur la présence de ces lettres, comment elles se sont imposées, parce que là il y a aussi une autre langue, on n'a pas assez parlé des langues, mais voilà, il faut rappeler que vous êtes une grande professionnelle pour poser vos personnages là où leur langue n'est pas parlée. Donc on est dans un esprit là aussi de léger décalage, d'un peu d'altérité. C'est vrai que maintenant que vous le dites, je crois que j'ai pas un personnage qui parle le français alors que je n'écris qu'en français, donc c'est un peu étrange, mais alors que là finalement elle s'adresse en français à son père. Ces lettres, c'est un vestige de ma première impulsion d'écriture, qui était de parler d'une fille et de son père, enfin d'un rapport comme ça père-fille, que je n'arrivais pas à écrire en fait. Donc j'ai été bien contente d'être complètement déconcentrée par ce trio et cette rencontre inattendue. Mais c'est vrai que quand je me lance dans un projet d'écriture, j'ai toujours une idée que j'essaye d'avoir la plus claire possible pour me rassurer. En fin de compte, je sais aussi pertinemment que je ne vais jamais aller là où je comptais aller. Et c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. Cette envie de garder la figure paternelle, elle était présente, et en même temps, j'arrivais vraiment, littéralement pas à la faire exister. Du coup, je me suis dit, s'il y a une lettre, une forme épistolaire, ça en fait un personnage qui est présent en creux. Ça pouvait permettre d'amener une autre temporalité, en fait, qui puisse aussi peut-être appuyer le côté nostalgique de cette rencontre qui, finalement, aurait été fondamentale et en même temps... je ne veux pas tout dévoiler du livre, mais ça permettait d'amener au niveau dramaturgique, en fait, des éléments sans appuyer. Et puis... j'aimais bien aussi l'idée d'en faire un astrophysicien qui travaille comme sa fille à essayer de faire voler des corps, finalement, puisqu'il travaille sur la propulsion ionique. Lui, il est dans l'infiniment petit en rapport avec l'infiniment grand dans l'espace. Et puis elle travaille avec les lois de la gravité au niveau physique, enfin du corps humain, en fait. Mais chacun a, d'une certaine manière, la tête dans les étoiles. Et puis ça, j'aimais bien, juste un peu très symboliquement, mais qu'ils n'arrivent pas vraiment à communiquer autrement que par leurs activités respectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric Grain. Merci beaucoup, Elisa Chua du Sapin. La librairie Apostrophe, c'est une librairie généraliste et une librairie jeunesse. Ce qui fait notre particularité, c'est que nous, ici, on ne vend que des livres jeunesse, donc on propose un choix qui est beaucoup plus grand. On fait partie aussi d'un réseau qui s'appelle le réseau Sorcière, qui regroupe les librairies jeunesse indépendantes, qui nous donne une visibilité aussi un peu plus grande à travers un magazine qui est édité plusieurs fois par an, qui s'appelle le magazine Citrouille. On essaye d'avoir une certaine exigence, on essaye de se démarquer aussi des autres en proposant parfois des livres un peu plus pointus. On essaye de travailler aussi avec des éditeurs un peu plus confidentiels. C'est important aussi pour nous de mettre en avant ces auteurs et ces éditeurs.
Donc le livre que je vais vous présenter, c'est La Street par Cécile Alix et Dimitri Zegboro. Sur les 5 auteurs qui sont présents au Salon du Livre et sur la vingtaine de références qu'il y a, j'ai choisi ce livre-là parce que c'est un roman, alors que la plupart vont être des albums qui s'adressent aux plus jeunes. C'est l'histoire de 3 amis qui vont se rencontrer et qui vont partager une passion commune qui est la glisse, donc le roller, le skate et le fauteuil roulant. C'est un livre qui est assez intéressant parce qu'il y a les illustrations qui complètent vraiment l'histoire, où on voit un jeu entre les deux. J'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant dans sa façon d'aborder le handicap sans vraiment l'aborder frontalement. C'est vraiment un aspect qui est caché derrière le livre. Et c'est aussi une très belle histoire qui est très sympathique à lire pour les enfants. On peut mettre des livres entre les mains des enfants ou leur proposer des livres, leur raconter des histoires quasiment dès la naissance. Il y a un choix de livres destinés à ce public et souvent, plus on commence tôt à leur lire des histoires, à leur montrer des livres, à leur faire toucher des livres, à leur faire manger des livres, parce que quand même avant tout, quand ils sont tout petits, ils les mangent aussi, les livres. Mais plus on leur propose ça jeunes et plus ils ont ce goût de la lecture. Et très souvent, enfin, je connais pas d'enfant qui n'aime pas qu'on lui raconte des histoires. Je suis Dimitri Zegboro, je suis étudiant aux Beaux-Arts de Paris et dans l'atelier de Johannes Farr. J'ai 28 ans et je suis dans la région parisienne. L'histoire de la street, c'est l'histoire de Karl qui est à la campagne et qui est handicapé en chaise roulante et qui va se retrouver à Paris parce que sa mère doit déménager pour le travail et il décide d'emmener son petit mouton nain, Umtiti, avec lui. Et là-bas, il va rencontrer Aurel et Miel qui sont des grands fans de glisse. Miel avec ses rollers, Aurel avec son skate. Ces trois-là vont découvrir une passion commune avec le skate, tout ce qui roule, quoi. Et ça va créer une grosse amitié entre Umtiti et les 3 gars. Pour le travail avec l'autrice, qui est Cécile Alix, elle m'envoie le scénario et on essaye de s'arranger à quel moment je dois rajouter les dessins ou pas. En fait, c'est un échange, c'est du ping-pong. Les personnages, en fait, ils sont liés à nous parce que Karl, c'est en fait mon petit frère qui est autiste, que j'ai voulu représenter aussi dans cette histoire-là. Et tout ce qui gravite autour, ce sont des rencontres et des moyens de pouvoir exprimer quelque chose qu'on a envie, quoi. On tend le bras bien comme il faut, passe à sa feuille, comme ça, voilà. Il faut que le bras soit bien tendu pour pouvoir faire un cercle parfait. C'est comme ça qu'on fait le cercle parfait. En mettant son bras bien tendu, et c'est l'épaule qui fait tout le mouvement. Et ouf. Je leur ai montré un peu comment je procédais dans la réalisation des illustrations pour la street. Et je leur ai fait un petit cours de dessin rapide, histoire de maîtriser les 3 personnages principaux et qu'ils puissent le faire plus tard chez eux, quoi, s'ils ont envie. Moi, j'étais hyper timide. C'était la première fois que je faisais ça, donc j'étais hyper timide devant une grande classe qui écoutait, qui parlait pas trop. Dès qu'ils m'ont vu dessiner, ça allait mieux en fait. Le début, c'était un peu compliqué pour montrer un peu comment la méthode de travail, puisque c'est un peu particulier, je dessine pas sur papier. Et une fois que j'ai commencé à dessiner, ils se sont mis tous à dessiner, c'était super et ça m'a fait du bien. Je l'ai fait comme ça, moi. Il est pas mal du tout, en vrai il est pas mal. Tu lui as rajouté une petite moustache. D'avoir des dessinateurs qui dessinent vraiment devant moi, ça m'aurait boosté à fond. Et je trouve que c'est super d'avoir de pouvoir lire son livre et de voir l'auteur en face qui partage ses petites astuces, etc. Quand j'avais votre âge, je dessinais
Tout le temps. Je pense que c'était le seul moyen pour que je puisse me concentrer. J'avais un vrai problème de concentration. Et je sais que le dessin, ça pouvait me stabiliser. Ça me mettait dans une plénitude. Et j'étais vraiment bien quand je dessinais. Et j'ai continué. Hein. Surtout que, au tout début, je dessinais pas très bien. J'ai commencé à bien dessiner, on va dire, fin collège, peut-être en 3e. D'avoir travaillé avec l'auteur, etc., qu'il y ait un lien presque un lien individuel avec cette personne, un lien affectif qui se soit créé, ça fait quand même qu'ils vont rentrer facilement dans la lecture. Non seulement c'est une œuvre, mais c'est aussi une œuvre qui rappelle une expérience personnelle, une expérience affective personnelle. Et puis nous, on va en profiter pour faire des mises en réseau. C'est-à-dire, toi, cet auteur-là, il traite de tel sujet, là on a le handicap, etc. Mais il y a un autre auteur aussi qui dessine un peu pareil. À partir de cette base, de ce socle affectif qu'on a créé, ça permet d'élargir assez rapidement le réseau de lecture et d'intérêt. Pour ceux qui veulent devenir illustrateurs, il n'y a pas de secret, c'est dessiner tous les jours. Dessiner ce qu'on voit, dessiner ce qu'on a dans la tête et puis ça ira tout seul après. C'était un super moment, j'ai vraiment apprécié, c'était super, ça m'a donné de la force pour la suite. Et pour le salon, j'espère que vous allez voir tous mes romans avec Cécile Alix et j'espère que vous allez apprécier. Je rappelle que les ouvrages de Cédric Gras et d'Elisa Chua du Sapin et de Dimitri Zegboro sont disponibles dans votre médiathèque des Silos et au sein de toutes vos librairies indépendantes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine émission.